Bonjour Bruno. Bonjour. Qu'est-ce que tu ressens alors qu'on s'apprête à débuter cette conversation? Plein de bonheur, de la joie. C'est le printemps dans ma tête. Tu es habillé d'un pull noir en maille avec un zip central, un pantalon à carreaux avec un fond bordeaux. Tu portes une écharpe avec un fond écru et un imprimé dessus. À quoi est-ce que tu as pensé en t'habillant ce matin? Ah, rien du tout, parce que je m'habille comme pareil tous les jours. C'est une question que je me pose pas. Moi, j'ai un rapport très étrange, en fait, aux vêtements, dans le sens où quand j'aime un pull, je vais le porter jusqu'à ce qu'il tombe en lambeaux. Voilà, pratiquement, tu vois, je le mets tous les jours. Je le lave 2 fois par semaine et je le porte tout le temps. Dessous, tu vois, bon, ça tu vas le décrire, mais alors, non, ce n'est pas mon corps nu, hein, je te rassure. C'est un t-shirt blanc que je porte aussi tout le temps. Alors, pas le même, hein, je le change tous les jours. J'ai une écharpe parce que j'aime bien protéger mon cou. Et je porte des pantalons plutôt à carreaux ou pas, d'ailleurs, de chez Miyake, voilà, qui me fait aucun prix, voilà. Mais tout le monde est habillé en Miyake au restaurant. Si tu veux une longue digression, je me suis longtemps interrogé sur comment est-ce qu'on habille son équipe dans un restaurant. Et c'est un peu compliqué parce que ceux qui proposent des vêtements entre guillemets professionnels, les stylistes ne sont pas ceux qui ont des talents qui t'éblouissent. Donc je trouve ça toujours un peu médiocre, toujours un peu emprunté, un peu sous-tendu de « je voudrais bien mais j'y suis pas encore ». Et sinon, c'est pas évident, je n'ai pas les moyens d'habiller mon équipe en Dior, en sur-mesure Dior, tu vois, ou voilà, comme chez quelques camarades. Donc j'ai trouvé une alternative qui est onéreuse, mais raisonnablement onéreuse. J'ai habillé tout le monde en Miyake. La cuisine, ils sont peut-être pas encore en tenue de gala, ils sont des pantalons Miyake, et les filles ont des robes. Et je trouve que c'est chouette parce que ça va bien à tout le monde, quelle que soit la forme du corps. Ça va bien à tout le monde, on oublie la forme du corps, donc on ne se sent pas, tu vois, un peu embêté avec ceci ou cela. On est très à l'aise, et pour moi, ça contribue vraiment aussi, c'est-à-dire de mettre tes équipes dans ce rapport simple et beau à leur corps, à leur façon dont ils sont vêtus, ça ouvre une forme de gestuelle agréable, et j'aime ça. Alors Bruno, tu es chef et restaurateur. Ton restaurant Table est le 3e meilleur restaurant du monde selon le classement des World 50 Best. Et il est auréolé de 2 étoiles au guide Michelin. Ce que j'ai ressenti toi en préparant cette interview, c'est que si tu savoures les victoires, ta quête n'est pas celle des médailles. Elle est celle d'écrire une grande histoire dans laquelle nourrir est un art. Avec ton enthousiasme d'enfant et l'assaisonnement de tes vies d'avant, tu prends soin des clients en les sustentant de poésie et en les sauçant de philosophie. Tu caresses les produits et tu exaltes le vivant. Tu ouvres l'appétit de découvrir et d'aller chercher son plaisir. Tu cuisines l'amour et l'émerveillement, comme une politesse qui serait due à la vie, finalement. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends tout ça, Bruno? Mais je trouve que c'est très juste. C'est-à-dire, c'est vrai que mon projet, quand j'ai décidé de nourrir, c'était pendant l'enregistrement d'une émission sur France Culture avec Philippe Sard. Et à un moment, je me suis dit ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de nourrir. Donc, à partir de là, ma machine s'est mise en marche. Moi, je suis un peu lent, hein, et j'ai imaginé Table, tel que vous pouvez le découvrir aujourd'hui. C'est vraiment à 99% ce que j'avais écrit sur une page A4, simplement. Et l'idée, c'était ça, c'était de nourrir bien comme le fait une maman ou un amoureux ou une amoureuse, ou tes enfants quand ils ont envie de te faire un gâteau ou quelque chose. C'est-à-dire que au-delà de ce qu'ils ont produit, il y a quelque chose qui transcende absolument le plat, qui est l'envie de faire du bien et de donner du bonheur. Et je crois que le secret de Table aujourd'hui, c'est ça. C'est d'avoir d'abord été capable d'être inspirant pour que des gens de grande qualité me rejoignent et viennent apprendre un peu ma philosophie, ma façon de penser, mon rapport au monde, et apporter aussi leur connaissance, leur savoir et leur technique. Et partager cette idée de faire du bien. Et je crois que
on le vit nous au quotidien, c'est-à-dire qu'on est très ému par la façon dont nos clients réagissent, parce qu'ils sont profondément touchés, pas par peut-être la qualité absolument inouïe des plats, que ceci, que cela, même s'ils te disent que c'est des expériences formidables, mais surtout, je crois, par la sincérité de notre humanité. On va revenir à tout ça, je vais juste remonter un peu le fil. Il n'y a pas de fil chez moi, il faudra s'habituer. Hein. C'est très bien. Tu es né à Roanne il y a 65 ans. Merci de le rappeler, c'est vraiment élégant. Tu veux que je le précise pas ? Mais si, je plaisante, je fais toujours des blagues. C'est très bien. Moi aussi. Comme ça, je me sens libérée. Comment est-ce que tu habites ton prénom et ton nom depuis que tu es né ? Ah, c'est une drôle de question. Je me suis jamais posé vraiment la question parce que je crois que c'est des choses que tu récupères et qui ne sont pas pour moi des marqueurs importants. En revanche, au-delà du nom et du prénom, j'ai pas très bien habité le fait d'être né à Roanne et de vivre aussi à Renaison parce que c'est quand même nowhere. Et quand je révisais mon bac, j'écoutais le soir un peu tard José Arthur, qui avait une émission qui s'appelait le Pop Club. Et un jour, il dit la France profonde commence à Montluçon et se termine à Roanne. Et moi, je le prends comme un truc énorme, quoi. Tu vois, comme une énorme paire de claques. Et je me dis, vraiment, ça va pas être facile. Il faut se barrer de toute urgence. Et c'est peut-être ce qui m'a donné le goût de l'étranger, le goût des grandes villes, le goût des capitales ou des grandes villes, pour échapper à cette condamnation à mort, en quelque sorte. Et finalement, avec le temps, de Roanne, enfin du lycée Jean Puy où j'étais, mes camarades d'école, puisque j'y ai fait la 6e jusqu'à la terminale, et donc mais on était ensemble, quoi, depuis le début jusqu'à la fin, et il y en a peut-être 2 autres qui se sont échappés, et c'est tout. Donc c'est très peu, et en réalité c'est intéressant, c'était la France des années 82 en fait, je sais pas, 75, 82, un truc comme ça, et finalement il y avait cette forme qui existe peut-être toujours d'ailleurs, d'inégalité absolue quand tu n'es pas au bon endroit. Donc au-delà de mon nom et de mon prénom, pour lequel je me suis pas beaucoup interrogé de savoir pourquoi je m'appelais pas Gérard ou Kevin. Je m'appelle Jessica, donc doucement sur les prénoms. J'ai quand même eu du bol de m'appeler Bruno finalement, mais ce qui fait beaucoup rire mon équipe ici, parce qu'ils ont accès quelquefois à mon passeport. J'en vois une qui rigole déjà, c'est que évidemment, à cette époque-là, peut-être encore maintenant, je ne sais pas, mais on te donnait aussi les 2 prénoms de tes grands-pères. Et donc moi, j'avais un grand-père qui se prénommait Jean, l'autre qui se prénommait Claudius, mais qui a été transmis en Claude, qu'on a associé. Donc mon 2e prénom, c'est Jean-Claude. Et honnêtement, je préfère Bruno. Alors, tu t'es échappé au moment de tes études. Tu t'es échappé à Lyon, puisque tu as suivi des études de médecine jusqu'en 5e année, du fait d'une certaine pression familiale, la médecine. Plutôt, oui. Pas une certaine pression, une pression certaine. Même, oui. Tu as commencé à faire un peu de photographie, mais après tu es allé aux États-Unis, en Californie. Tu commences à entendre l'appel du business. Là-bas, tu étudies le marketing et l'entreprise. Tu as ensuite une première vie d'entrepreneur dans laquelle tu t'occupes de contrats de fabrication d'objets. Et tu passes ainsi 18 ans à voyager énormément dans le monde, mais en étant surtout énormément en Chine. C'est une vie d'homme d'affaires que tu mènes, mais elle est remplie d'aventures gastronomiques, puisque tu manges dans les plus grands restaurants et tu découvres une cuisine différente en Chine, qui est très vivante et dans un rapport holistique au monde. Lorsque tu as 43 ans, tu as dit que tu avais été lessivé et tu décides de revendre ta société. Tu arrêtes de travailler pendant 4 ans, ou plutôt, tu passes à 4 ans à lire comme si c'était un métier, 8 heures par jour. Quel est le rôle des livres dans ta vie ? Alors, en fait, les livres m'ont toujours habité, depuis toujours. Et finalement, avant d'avoir ce choc radiophonique de dire il faut absolument se barrer, je pense que depuis ma petite enfance, je m'évadais à travers les livres. C'était une façon
tu vois, de faire presque une extracorporation du monde dans lequel j'étais. Et donc j'ai commencé à lire assez tôt, et je me souviens très bien d'avoir un petit peu d'argent de poche et d'aller le dépenser dans la librairie à Roanne, où j'achetais d'abord évidemment la bibliothèque verte, que tout le monde connaît. Il y a la rose pour les filles et la verte pour les garçons, donc j'achetais la verte. À l'époque, on n'était pas entre les deux. Et puis ensuite, je suis passé au Bob Moran. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était un aventurier extraordinaire et qui vivait les aventures vraiment très intéressantes et très riches, et qui était finalement une passerelle pour la suite, parce qu'il n'y avait pas de notion de temporalité, c'est-à-dire qu'il pouvait aussi voyager à travers le temps, Bob Moran, à travers tout un tas de choses comme ça, et c'était pas un sujet. Et c'était pas la technologie non plus, c'était plus un mode de pensée, comment l'esprit peut faire fléchir en réalité les époques et le temps. Et de là, évidemment, je suis parti. Alors, on grandit avec ces lectures-là, mais j'en avais plein, quoi. Je les achetais, je les voulais tous, quoi, un par un. J'étais vraiment accro. Et puis après, je suis passé évidemment à la science-fiction. C'était logique, puisqu'on voyageait déjà dans le temps, dont Philippe K. Dick, Asimov, tu vois, tous les auteurs de science-fiction. Et là, c'était aussi c'était la façon ultime de s'évader, parce que là, je quittais pas Roanne, je quittais pas pour aller dans d'autres grandes villes, je quittais la Terre et j'allais dans des planètes, dans des galaxies, dans des mondes, dans le passé, dans le futur. Voilà. Et finalement, je pense que j'ai un peu résolu cette équation difficile d'un lieu où tu nais et qui te colle aux pattes, en m'évadant à travers la lecture. Et j'ai toujours eu des bonheurs absolus. D'ailleurs, je fais toujours pareil, on ne change pas vraiment. Je me souviens d'avoir passé quand même une grande partie de mon adolescence au lit à lire des livres. Et c'était vraiment mon truc, et c'était incroyable, quoi. Et le temps filait à une vitesse inouïe. Et alors après, j'ai commencé à lire un petit peu de littérature, mais pas grand-chose. Et pour être très sincère, j'y comprenais pas grand-chose non plus. C'est-à-dire qu'à une époque, on était... voilà, quand on a 17, 18 ans, on a un peu des prétentions intellectuelles, donc il faut lire un tel. Et en réalité, j'accrochais sur pas grand-chose. J'accrochais beaucoup sur Baudelaire, sur Apollinaire, et évidemment, tu vois, sur Verlaine, sur Rimbaud, parce qu'encore une fois, et là, sans transposition du temps ou sans évasion à travers les planètes, c'était une évasion de l'esprit dans la poésie. Et la poésie, c'est quelque chose qui finalement te permet d'aller bien plus loin que les mots, et qui t'emmène, qui te caresse, que tu disais tout à l'heure, qui te berce et qui produit quelque chose d'assez extraordinaire en toi, parce que d'une certaine façon, tu comprends comment petit à petit, avec le temps et avec l'expérience, on va se décloisonner. C'est-à-dire, ce qui paraissait un plafond, on peut passer au plafond supérieur, et ainsi de suite. Et puis, jusqu'à... Après, quand je travaille beaucoup, je lis pas beaucoup. Évidemment, j'ai pas le temps, et puis je suis crevé, ou alors je lis des trucs qui me servent, des trucs professionnels, mais pas de littérature. Et puis effectivement, quand j'ai vendu ma boîte, je rencontre à cette époque-là une jeune femme qui s'appelle Ingrid Astier, qui est écrivain chez Gallimard, qui écrit pas que des polars, mais qui écrit aussi des polars dans la série noire. Et comme je ne travaille pas, elle me fait mes listes de lecture. C'est-à-dire, tu sais, on dit toujours à un moment, quand j'aurai le temps, je lirai tout ce que j'ai pas eu le temps de lire. Et en fait, pendant 4 ans, c'est un peu ce que j'ai fait. Donc là, j'avais un gros boulot. Donc, tu lis évidemment, tu vois, les blockbusters. C'est-à-dire, tu lis Balzac, tu lis Victor Hugo, tu lis Colette, tu lis Proust, et puis même tu lis Yankelevitch, tu lis Mallarmé, enfin des trucs sur lesquels tu n'aurais jamais imaginé pouvoir les lire. Et puis tu retournes à des livres que tu n'avais pas compris et que tu n'avais pas vraiment réussi à lire. Par exemple, je relis le Ulysse de Joyce, je relis, tu vois, tout un tas de choses comme ça, et j'en ai profit, c'est-à-dire que ça me nourrit, ça me fait du bien. Et à force de lire, tu commences à écrire. Tu tiens un blog, l'un des tout premiers, qui s'appelait Food Intelligence, qui était très réputé, dans lequel tu parlais de tout ce qui te plaisait. En fait, tu versais jamais du côté de la critique gastronomique. Et puis tu l'as évoqué, mais avec ton ami Alain Kruger, tu as animé pendant 4 ans une émission de radio qui s'intitule On ne parle pas la bouche pleine sur France Culture. Oui. Et puis l'ennui s'est un peu installé, ou en tout cas, tu as été rattrapé par l'envie de faire plutôt que de dire. Et c'est là qu'en 2013, tu avais donc 54 ans.
tu as décidé d'ouvrir ton restaurant dans le 12e arrondissement, où nous sommes aujourd'hui, et de l'appeler sobrement Table. Alors 12 ans plus tard, l'histoire, évidemment, elle est magnifique, hors norme. Elle est celle d'un autodidacte qui a décroché sa première étoile en 2018, et puis sa deuxième en 2022, et dont le restaurant... Étoile verte en 2020 aussi. Et étoile verte en 2020. Ouais, Michelin, ils aiment beaucoup leur étoile verte. Non, mais elle est importante, oui. Et dont le restaurant, donc, c'est ici à la 3e place du classement des 50 Best en 2024. Oui, ça, c'est une folie. C'est-à-dire que... Mais surtout, l'évolution est assez incroyable. Oui. Alors, déjà, je ne sais plus, il y a 2 ans... on se retrouve 77e dans le classement du 50 qui va jusqu'à 50 mais qui est étendu jusqu'à 100. Et déjà là, tu te dis waouh, quoi, je suis dans les 100 meilleurs restaurants du monde. C'est considérable, les restaurants meilleurs, parce que c'est pas une blague. C'est pas il y a 3 pays, etc., etc. Il y a 200 pays, il y a 1200 votants. Ils vont partout, ils regardent tout, tous les, tous les champs possibles sont cultivés. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à des restaurants en Finlande, au Cameroun, à Jeddah, au nord de la Chine, enfin partout, quoi, si tu veux. Et donc, tu dis, ouais, je suis dans le radar de cette affaire-là. Et puis l'année d'après, c'est un choc quantique, c'est-à-dire qu'on est 77, on est super content, et on se retrouve dans le top 10, on est numéro 10. C'est la plus grande évolution, non, qui a jamais été... C'est un truc de fou, quoi. Vraiment, bien sûr, là, ça change tout. En anglais, on dirait c'est un game changer, c'est-à-dire d'un seul coup, tu deviens un must-have pour tous les foodies du monde entier, et donc ton carnet de réservation se remplit complètement tout le temps. On est complet, t'es complet tout le temps. Et puis les dernières, on passe numéro 3, ce qui est aussi... parce que finalement, on peut se dire que 77 à 10, c'est peut-être plus facile que 10 à 3. Parce que plus on monte, plus les places sont chères, comme dirait l'autre. Et puis, on est minuscule. Moi, je suis un petit restaurant à Paris 12. J'ai pas d'argent pour mettre dans des pillards, j'ai pas de pillards, etc. Et donc, face à des restaurants qui sont des blockbusters, qui sont là depuis longtemps, et où les gens peuvent mettre 3-4 millions d'euros de promotion par an pour exister, parce que le challenge pour eux est absolument considérable. Et donc c'est assez fou d'être le tout petit dans cette histoire. Et puis cette année, on verra bien, c'est au mois de juin, donc voilà, le premier étant devenant best of the best, donc il disparaît, donc en clair aujourd'hui je suis numéro 2. Est-ce que je suis capable de dépasser le futur numéro 1 on verra, qui est un garçon merveilleux, Victor Etchebarri, qui est le maître de la braise, qui est un type génial que j'adore. Est-ce que je vais me faire dépasser et laminer par les blockbusters qui, évidemment, n'ont pas forcément toujours vu que c'est qui ce table-là qui vient nous casser les pieds dans notre précaré? Tout est possible. On enregistre cette interview le 28 mars. Et le 31 mars, le guide Michelin va diffuser son nouveau palmarès. Oui, c'est vrai. Comment est-ce que tu appréhendes Alors, je ne saurais pas dire ça, mais j'en ai absolument rien à faire. D'ailleurs, je n'y vais pas, mais j'y vais jamais, sauf sous la contrainte. Comme quand j'ai eu 2 étoiles, puisque j'avais dit que je n'irais pas, et puis ils sont quasiment venus me chercher, me ligoter pour m'emmener. Je suis arrivé en retard d'ailleurs, parce que le train était en retard, etc. Donc ils décalaient un peu la cérémonie, et voilà, et j'étais habillé justement avec un pantalon tartan à carreaux, et je sortais du train avec mon sac, et les commentaires disaient « Ah, mais regardez, le chef, il est en retard, et en plus, il est encore en pyjama. » Donc c'était plutôt rigolo. Et voilà. Non, et moi, je crois qu'il faut comprendre une chose dans la vie, c'est quand tu es un autodidacte, donc tu n'appartiens pas au système, parce que moi j'ai pas commencé à 14 ans, et donc j'ai pas forgé des amitiés avec d'autres garçons qui étaient commis comme moi à l'époque à 14 ans, et puis on a grandi dans des grands palaces ou dans des grands restaurants, et puis un jour on se retrouve, on a des étoiles. Moi, c'est pas mon histoire. Donc, il y a un certain nombre de chefs que j'adore, que je connais bien, beaucoup, qui sont des amis, mais d'une certaine façon, j'appartiens pas à ce milieu. Et comme diraient les jeunes, ils ne calculent pas les autres. Ils en ont rien à faire en se disant, mais c'est qui celui-là? Enfin, tu vois, bon voilà, ils sont même jamais venus chez moi. Ils ont pas eu la curiosité en disant, c'est pas un chef, on s'en fout, c'est pas comme ça qu'on fait la cuisine. Et
Voilà. En plus, moi, je suis assez timide et pas du tout mondain. Je vais jamais dans des mondaineries. C'est pas mon truc. Je suis très mal à l'aise. Ça, je sais pas quoi faire. Enfin voilà, je bois pas. Je m'en fous. Du coup, ce qui va se passer avec le Michelin, mais m'indiffère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je sais pas. De toute façon, la ligne éditoriale du guide Michelin est tout à fait illisible. Elle correspond quelquefois à de la géopolitique, d'autres fois à de l'entre-soi, d'autres fois à des fulgurances pas inintéressantes. Je suis pas dans le truc, je suis pas concerné. De toute façon, je suis dans le 12e arrondissement de Paris, c'est un restaurant modeste, j'aurai jamais 3 étoiles, ça n'a pas de sens. Le Michelin aime bien quand même un peu, c'est une vieille dame le Michelin, donc elle aime bien son confort, elle aime bien que ça ronfle un peu, qu'il y ait un peu de luxe, que ce soit un peu comme ça. Nous, on est à côté de la gare de Lyon, sur un trottoir où on doit enlever les crottes de chien le matin. Ça sent pas vous voyez, ça sent pas les dorures, les moulures et l'argent qui coule à flot. C'est un restaurant simple, très simple, table. Il est très chic, d'une élégance différente en tout cas. Mais... Oui, mais en même temps, on est très, comme diraient les Japonais, on est très astringent. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'élégance, mais où tout est fait pour que ça ne se voit pas, qu'on soit très tranquille, très discret. Encore une fois, je pense que c'est un lieu aujourd'hui qui est un peu comme une petite chapelle, un peu dans un endroit perdu. C'est-à-dire quand on y arrive, on se dit « Waouh, mais c'est formidable, c'est vraiment chouette, on se sent bien, mais c'est pas Notre-Dame, quoi. » Voilà. Il n'y a pas la queue devant. En 2021, tu as publié un livre qui s'intitule « L'art de nourrir » chez Flammarion. Oui. Et il débute pratiquement avec ces mots. Seul un son sépare nourrir de mourir, entre les deux, tous les quarts de la vie. Tu écris aussi « Cuisiner, c'est ne jamais quitter des yeux le vivant. La vie, la vitalité des produits, c'est quelque chose que tu cherches absolument à préserver. Comment est-ce que tu procèdes pour ça ? Alors d'abord, je pense que, et on l'a oublié, c'est-à-dire que les très très grands chefs français, comme Alain Chapelle, comme Paul Bocuse, avaient cette obsession de la cuisine à la minute. Il y a encore un chef qui n'est pas tout à fait de cette génération, qui a 10 ans de moins, du coup il est encore là, on a de la chance. Il s'appelle Manu Martinez, qui doit avoir 74-75 ans, et qui pratique la grande haute cuisine bourgeoise française classique, donc riche, avec du beurre, avec de la crème, riche, la cuisine française, mais comme tout est fait à la minute, tu prends un tourteau, tu vois, il va être cuit après la commande, quoi. Il n'a pas été fait la veille ou le matin et mis au froid. Et donc il y a cette espèce de rapport à l'énergie du vivant qui te nourrit, et donc on est bien. Et moi, la chose que j'avais constatée en mangeant dans beaucoup de restaurants, alors on utilisait tout à l'heure les grands restaurants, mais des tout petits aussi, hein, je fais pas trop les grands restaurants d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai fait le mien, parce que j'aimais pas les grands restaurants. C'est pour ça que j'ai fait mon restaurant de fine dining à moi, où j'avais envie de manger, parce que je me sentais pas à l'aise dans les autres. Et du coup, j'ai gardé ça, parce que nourrir, c'est prendre soin, donc c'est faire en sorte que quand on a fait un beau repas, on soit plus vivant que quand on est arrivé. Alors que souvent, quand on fait des grands repas dans des grands restaurants étoilés, on a presque envie d'appeler une ambulance pour rentrer, tu vois. Donc voilà. Alors, mon rapport au vivant, il est né probablement de ma petite enfance à la campagne, parce qu'on mangeait le vivant, parce qu'on mangeait une salade. Moi, j'étais parents qui étaient extrêmement modestes. On avait un petit jardin et moi, j'adorais cultiver le petit jardin. Donc, on mangeait une salade, on allait la ramasser avant de la manger, ou cueillir des petits radis, ou couper des asperges, ou ramasser des groseilles ou des framboises, etc. Donc, ou aller dans les bois, trouver des champignons, des framboises sauvages, ou ramasser les petites mâches au printemps, là en ce moment, sur les petits murets, ces petits mâches qui ont un goût inimitable. Donc, on mangeait le vivant, on mangeait l'énergie, on comprenait qu'on était nourri par l'énergie. Moi, je le comprenais pas, évidemment, mais voilà. Et après, on le retrouve. Et puis, je suis en Chine, et là, en Chine, c'est la culture du vivant.
Hein. Il faut même que, voilà, pour montrer en plus que les produits sont frais, les poissons sont vivants, les animaux sont vivants, tout est vivant, et on les tue et on les mange tout de suite. Il n'y a pas de rigor mortis. Et c'est très intéressant, ça continue. J'étais l'autre jour à Hong Kong, et dans une boutique à Wan Chai où ils font du cochon, et le cochon, je dis n'importe quoi, mais le cochon à 8h du matin, il est à 100 RMB, à 100 Hong Kong dollars, pardon, et à 18h, il est à 5 Hong Kong dollars. Parce que le cochon, par rapport à sa vitalité, il a une courbe descendante, et donc quand il vient d'être tué, qu'il y a machin et qu'on le cuisine, c'est un produit exceptionnel pour le corps, et quand il est mort déjà depuis un petit moment, évidemment, il perd sa valeur, il se déprécie avec le temps. C'est très intéressant. Nous, on a une pensée contraire. Même aujourd'hui, il y a une espèce de folie qui s'est emparée de beaucoup de chefs, qui est de tout maturer. C'est-à-dire qu'ils ont des armoires de maturation pour les pois. Alors, la viande, on est allé dans des excès où les mecs te sortaient quasiment des bouts de fromage. Et c'est vrai. Et, tu es d'accord? Et là, maintenant, c'est dans le poisson. Donc là, je pense qu'ils vont tuer les gens. Et on n'est pas japonais. Quand un maître sushi au Japon fait ça, il a 20 ans d'études. Et il a 20 ans ou 30 ans d'expérience. Et donc, sa connaissance, c'est massif. Donc il peut le faire sur certains poissons qui ont été pêchés dans certaines conditions, dans des endroits particuliers, à une saison particulière. Et donc il sait qu'il peut conduire quelque chose qui est intéressant. Mais toi, quand tu récupères même un bar de ligne pêché, tu sais pas où, par qui, comment, et où on t'explique qu'en plus il a été ikejime parce que c'est un mot à la mode, alors qu'ils savent même pas, donc ils lui ont mis le pauvre une trinque dans la colonne vertébrale sans. Tu vois, non mais tout ça est une caricature. Et moi voilà, c'est en ça que je suis aussi un peu iconoclaste, c'est-à-dire je dénonce le faux sérieux, toujours. Même dans les affaires, j'étais contre le faux sérieux, les réunions qui servent à rien, où on se voit pour... Tout ça, c'est bullshit. Et donc, dans la nourriture, on a beaucoup ça aussi. Donc, du coup, avec le rapport au vivant, au moins, on est sûr de transmettre des belles énergies. Et nous ne sommes faits que de vibrations énergétiques. Et donc, à un moment, quand on mange quelque chose, même si on ne le connaît pas, et s'il a cette énergie du vivant, on le sent. Par exemple, tout le monde peut faire l'exemple, l'été ou à l'automne, d'aller cueillir un fruit sur un arbre et de le manger. Et là, le fruit, vous allez voir comme il va être rafraîchissant, comme il va entrer en vous de façon tout à fait en harmonie, merveilleuse. Pourquoi ? Parce que quand on l'a cueilli, la sève circulait encore jusque dans le fruit à travers l'arbre, donc on était dans quelque chose en énergie, en mouvement. Et si on mange le même fruit qu'on a cueilli 4 jours plus tard, ça va être un fruit tout à fait comestible, mais on va sentir le sucre, on va sentir une forme de poids, quelque chose comme ça, et pas du tout le même effet, quoi. Pour transmettre des belles énergies à tes clients, tu uses parfois de stratagèmes, de tours d'illusionnisme, notamment en jouant de l'homothermie. Tu le fais par exemple avec ton fameux homard. Qu'est-ce que tu as imaginé pour ça ? Le homard, c'est une histoire amusante parce qu'en fait, c'est pareil, au départ, c'est un constat. C'est-à-dire, à un moment, je m'interroge et je me dis, mais c'est dingue, parce que le homard, c'est, je dirais, dans la hiérarchie de la haute gastronomie. Il est quasiment tout en haut du podium et en même temps, c'est le plus mauvais produit en haute gastronomie. Souvent, un bout de truc racorni, on comprend pas trop. Souvent, c'est des petits homards en plus. Et honnêtement, le mieux, finalement, c'est de le manger... dans un plateau de fruits de mer, parce qu'au moins il y a de la mayonnaise. Et on peut manger la mayonnaise avec du pain, parce que le homard, vraiment, il est pas bon. Et je me dis, c'est quand même bizarre, quoi. Alors que la langoustine, c'est toujours délicieux. C'est plus délicat. Oui. Et parce qu'on la cuit moins par nature, parce que c'est plus petit, plus fragile, et que souvent, d'ailleurs, les chefs, même les plus pervers, peuvent la servir crue. En mettant tout un tas de trucs inutiles dessus, mais au moins on a une chair de langoustine, il se passe un truc, il y a une suavité, il y a une sensualité, il y a un rapport au palais qui moi me touche. Et puis, au Japon, on mange des homards crus en sashimi. Et c'est super intéressant le homard cru, parce qu'on a vraiment la texture idéale, comme la langoustine en fait, il se passe un truc. Mais... moi, je ne suis pas japonais
Et manger du homard cru, c'est quand même un peu bizarre. Même bien assaisonné, c'est bizarre, c'est pas ma culture. Alors peut-être si j'en avais mangé pendant 20 ans en vivant au Japon, j'y trouverais des aspérités, des contours qui m'enthousiasment, mais j'en suis resté un peu au bizarre. Et je me dis, ce qu'il faut, c'est tromper le cerveau. C'est-à-dire, il faut servir le homard cru, mais il faut que personne le sache. Et en France, on a un ambassadeur absolument extraordinaire, c'est le beurre. Et le beurre, il a une qualité merveilleuse, c'est qu'il pratique, comme dans la parfumerie avant, des enfleurages. Donc on a des molécules aromatiques, et le beurre, lui, il va les attraper, comme on faisait pour les parfums avant d'avoir développé de la technique, où on avait un gras de porc purifié sur lequel on posait des fleurs et on posait des fleurs et on posait des fleurs, enfin on les enlevait, on les remettait, etc., etc. Et à la fin, on avait récupéré les molécules odoriférantes des fleurs. Évidemment, on enlevait le gras, etc. Et on récupérait que cet extrait de parfum. Et le beurre, c'est pareil. Et c'est pour ça que le beurre est si précieux dans la cuisine française et dans les sauces, parce qu'il est capable d'aller attraper des choses que l'eau n'attrape pas. L'eau attrape certaines choses, mais pas toujours. Et donc, je me dis, voilà, et donc pour qu'on pense qu'il est cuit, il faut que j'ai ce goût de homard grillé, que tout le monde connaît. Donc, je fais griller. Donc, mon homard, on le tue, on le passe 1 minute à la vapeur de façon à le décortiquer proprement, parce qu'à cru c'est plus compliqué, mais il est encore froid en réalité quand on le décortique, il n'a pas cuit du tout. Et puis mes carapaces, je vais les faire griller avec un peu d'aromates, etc. Et quand elles sont bien chaudes, je vais les recouvrir de beurre qui va fondre dessus, donc ne pas cuire du tout le beurre. Pas monter à une température plus de 35 degrés à peu près, donc on n'a pas abîmé la structure butyrique. Et donc, en revanche, on va prendre toutes les molécules, tout ce goût du homard grillé et un peu des aromates. Et donc, on va ensuite aller pocher notre homard cru dans ce beurre, donc il va se parfumer du goût du grillé et du cuit, et on va l'amener à la température de la bouche, à 35 degrés à peu près, donc bien en deçà du point de cuisson, parce que je veux que, quand on le goûte, on se dit « Ah bah ouais, là, putain, c'est un bon homard qui a un bon goût de grillé », mais je veux que la bouche, elle dise pas « Ah, attention, c'est froid, attention ». Non, la bouche, elle confirme, elle dit « Ah bah ouais, c'est tiède, sa température de bouche, c'est un homard parfait ». Et en réalité, il est cru, voilà. C'est une espèce de trompe-cerveau. De plus en plus d'individus, avant de passer commande, brandissent une liste d'allergies ou de restrictions alimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de ces individus-là et peut-être plus généralement de notre société ? C'est une folie, je trouve. C'est une folie égocentrique, c'est-à-dire c'est une façon de dire, mais regardez, je ressemble à tout le monde, mais je suis vachement différent. C'est un peu ça. Je pense que ça devrait pouvoir se régler par la psychanalyse plus que par le repas à table. Alors après, on peut concevoir qu'il y ait effectivement des véritables allergies, notamment celles aux noix, aux noisettes, qui sont évidemment à prendre très au sérieux, ou alors les gens cœliaques, évidemment. Mais ceux qui arrivent en me disant j'ai une allergie au gluten, ou j'ai une allergie aux produits laitiers, au lactose, où je mange pas ceci, je mange pas cela. Alors, ça peut être aussi évidemment des problèmes, pas des problèmes, mais en tout cas des religions, voilà, ça peut être des choses un peu comme ça. Nous, on essaie de leur faire comprendre que venir chez nous, c'est pas manger à la carte. C'est quand même peut-être essayer de mettre de côté ces a priori ou ces soi-disant choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Souvent, c'est le masque de choses pour dire j'aime pas. Et Pierre Hermé, le pâtissier, a une très belle phrase en disant on peut pas dire j'aime pas quelque chose, que c'est peut-être ce qu'on adorera plus tard. Et donc j'essaie, voilà, ah les oursins j'aime pas. Je dis mais de quel oursin vous me parlez et comment il a été travaillé. Moi non plus, j'aime pas les oursins qui ont le goût de vase, de porc, etc., qui ont voyagé pendant 3 jours pour arriver dans mon assiette. Je déteste ça. Mais un oursin pêché en plongée en Bretagne, là maintenant, parce que c'est la saison et que je vais vous servir moi dans une vision un peu particulière,
ça n'a rien à voir, donc on peut pas dire j'aime pas. Ou alors aller dans une brasserie et commander une salade et la sauce à part, c'est fait pour ça. Il y a beaucoup de restaurants où on peut se permettre ce genre de choses en disant je veux ça, mais je le veux pas avec ça, ou alors faites-vous la manger vous-même. C'est un peu comme les gens qui viennent, j'avais ça au début quand j'ai eu une étoile, où tu n'as que des critiques gastronomiques, et le mec te dit ah oui c'est bien, mais peut-être le poisson je l'aurais cuit 20 secondes de moins. Tu dis ben écoute mon gars, tu sais quoi, regarde je vais te donner un poisson, tu vas le lever puis tu vas me le cuire. Non mais sérieusement, si je l'ai cuit comme ça, c'est que j'ai envie de le cuire comme ça. Tu vas pas me raconter que faut cuire le poisson, il y a des jours, il y a des saisons, j'ai envie de cuire les poissons beaucoup. J'ai envie de les confire presque, parce que des fois j'adore ça, un bar un peu confit, une dorade un peu confite, même l'été, avec des agrumes, avec des tomates, avec des choses comme ça peut être un moment tout à fait délicieux. Et effectivement, la mode, c'est dire oh là là, mais moi ma dorade, je la veux presque crue, machin. Tu dis mais d'accord, pourquoi pas, mais pas aujourd'hui, on fait un peu autrement, on goûte un poisson dans sa polysémie. Et puis quelquefois on va aller confire des ventres parce que c'est fait pour ça et laisser un peu plus cru d'autres choses. Donc c'est le même principe, c'est la même chose que les allergies. Donc on essaie de on les élimine à la réservation. C'est les gens qui savent on pas. Les vire, on les annule, on les rembourse. Ils sont pas contents, mais en même temps je suis prosélyte peut-être d'un changement et d'une révolution dans les mentalités. Quand on va au restaurant se nourrir, comme on va à la station-service pour mettre de l'essence ou de l'électricité dans sa voiture, et ça, il y en a beaucoup, c'est la majorité des restaurants, on peut décider qu'on veut ceci, on veut cela, et qu'on le veut autrement, ou donner sa recette. De dire, mais ça, je l'aime comme ci, je l'aime comme ça, et ça, je veux pas ça. Ok, je veux changer la sauce, je veux changer la garniture, je veux changer le poisson, je veux changer la viande, Ok, c'est fait pour ça, pas de problème. En revanche, quand on vient chez Table, a priori, c'est qu'on a envie de vivre quelque chose de Table, parce qu'après on pourrait me le reprocher en disant « Ah, j'ai été chez Table, il m'a fait des légumes, bon, ok, machin. » Et je leur dis « Mais non, mais là, attendez, vous êtes végétarien, vous voulez des légumes, allez chez Alain Passard. À l'Arpège, c'est le génie du légume, c'est son credo, c'est ça. On va pas chez le boucher pour demander un rouget. Ou chez le fromager pour acheter de la viande. Enfin, à un moment, faut être... Ou tu vas pas chez le dermato pour te faire soigner une conjonctivite. Donc, chacun dans son créneau, chacun dans son couloir. Je pense qu'on est suffisamment puissant pour amener autre chose dans nos domaines. Et donc, c'est une façon aussi de nous respecter. Donc, c'est vrai qu'on a ce rapport-là. Et c'est sans limite. Parce que l'autre jour, on a une table et out of the blue, sur la table de 7, il y en a 5 qui sont végétariens. Ils arrivent les derniers, on se dit ok, on imagine des trucs avec Jules, tac, on leur fait un menu. Sauf que ils étaient végétariens, mais ce que je ne savais pas, c'est que chez les végétariens, il y avait aussi des légumes qu'ils ne mangeaient pas. Donc là, on devient dans une extrême sophistication. Et c'était pas genre pas d'oignon, pas d'ail, machin. C'était 15 légumes. Et qui en plus étaient plutôt les légumes de saison de maintenant, c'est-à-dire la plupart des racines, etc. et tout ça, mais ils aimaient beaucoup les tomates. Alors les tomates, tu vois, en février, c'est un peu compliqué à Paris, j'en aurais pas probablement avant le mois de juillet. Enfin, c'était n'importe quoi. Et donc il a fallu leur faire un repas végétarien sans les légumes qu'ils mangeaient pas. Donc c'est, voilà, c'est fractal, c'est-à-dire qu'on peut aller, voilà. C'est des gens qui sont en contrôle et qui veulent pas se laisser prendre en main, quoi. Oui, parce qu'ils veulent exister à travers leur névrose, peut-être. Je vais me faire des amis en disant ça. Tu parlais de certains restaurants où il fallait repartir en ambulance. Comment est-ce que toi tu fais pour ménager l'appétit tout au long du repas, pour arriver à continuer à susciter le désir? C'est super compliqué. J'ai mis... Encore une fois, je suis assez lent, j'ai mis beaucoup de temps pour le concevoir. Il m'a fallu sortir de la cuisine, c'est-à-dire être un peu en salle, assis sur un tabouret discrètement et observer tous les clients, comment ils mangeaient. Et voir effectivement comment, moi je fais un menu dégustation, hein, et donc comment on donne... On va pas trop loin, quoi. C'est-à-dire qu'on donne assez, mais pas trop. Et suffisamment quand même. Et qu'on soit pas non plus dans le principe de une bouchée. Bouchée, ça sert à rien.
Moi, j'aime bien qu'on ait sur un plat au moins 3, 4, 5 bouchées, parce que je dis la première, on rentre un peu dans le contexte, on rentre dans la narration. La seconde, c'est le goût, les saveurs qui doivent vous frapper. Et la troisième, c'est le sentiment. Donc on passe dans complètement un autre registre. Et donc il faut le comprendre, il faut voir quelle est la richesse en protéines. Il faut pratiquer aussi du rythme. Hein, il faut qu'il y ait du rythme, il faut que ça swing, il faut qu'il y ait des pauses, c'est-à-dire qu'il y ait des plats qui viennent vous remettre en appétit et en désir, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc, il faut pouvoir aller au bout sans que ce soit trop long. Moi, je déteste quand c'est long à table. Et sans que ça devienne une punition, justement, où tu te dis et encore de dessert, est-ce que j'appelle le SAMU ou pas, quoi. Voilà. Et donc c'est très compliqué. Et là, récemment, j'ai encore tout changé. On avait un truc qui marchait bien, mais on s'ennuyait un petit peu. Et donc, j'ai pensé à une chose. Je me suis dit, mais finalement, les gens qui viennent manger chez nous, maintenant, de plus en plus, ils traversent le monde pour venir manger chez table. C'est-à-dire qu'on ils disent pas, tiens, on vient à Paris voir la Tour Eiffel, mais on va manger chez table et on va passer 3 jours à Paris. Ou alors, on vient déjeuner chez table, et donc en Europe, mais toute l'Europe, assez large, ils prennent un avion ou un train le matin, ils viennent déjeuner, et puis à 17h, ils repartent. C'est in and out dans la journée pour venir manger ici. Donc, l'attente, elle est considérable, évidemment. Et ils sont en appétit, ils sont préparés. Donc, ils ne sont pas allés manger énormément la veille au soir. Ils arrivent en appétit, ils ont faim. Et donc, il faut calmer cette faim. Et j'ai pensé à 2 choses. J'ai pensé à ce qui se pratique au Moyen-Orient, où on a ce rapport au mésé, c'est-à-dire les tables, les premières choses qui arrivent, où il y en a plein la table, où on ne sait même plus où donner de la tête, où aller mettre sa fourchette dans quel ou quel plat. Et puis, la grande tradition aussi des bistrots français, où ça existe encore en province, où tu arrives, et là, tu as le patron, il te colle une terrine, une salade de pommes de terre, une salade d'endives, des radis, une rillette, un peu de saucisson... du pain, du beurre, et là t'as faim et tu dis oh putain, et là tu commets l'erreur, évidemment, moi je suis le premier à me jeter, mais vraiment comme un mort de faim surtout. Et après tu dis bon mais là c'est bon, je vais manger. Ah ouais, il y a encore une entrée, un plat, bon ok. Bon, voilà, donc, mais en même temps c'est ça l'appétit, je pense. Là, un restaurant c'est un lieu qui doit susciter l'appétit par une forme de profusion maîtrisée. Et parce que quand on arrive, on a envie de tout manger. D'ailleurs, la plupart du temps, et beaucoup de restaurants gastronomiques doublement ou triplement étoilés ont résolu le problème d'une façon qui, moi, me rend fou de rage, c'est de te coller du pain avec du beurre. En disant, allez-y les mecs, allez-y, il manque juste un café, tu vois, un jus d'orange, et t'es au petit-déj, quoi. Il manque des croissants, mais c'est un peu ça. C'est dire, allez-y, tartinez-vous, là, bouffez tout le beurre avec du pain, c'est bien, ça fera moins que j'aurai à vous donner après. Et donc, il faut éviter ça. Et donc, chez table, on débute avec une assiette qu'on appelle la couleur du jour, qui est une assiette végétale, crue et cuite, et un peu de poutargue de mon ami Zafiri Tricalinos à Athènes. Pourquoi ? D'abord parce que c'est l'exposition d'un très joli jardin. C'est aussi d'une certaine façon une petite pique ou un clin d'œil. On peut l'apprécier de 2 façons, aux assiettes de présentation dans les gastros qui servent à rien, où ils ont trouvé un céramiste qui leur a fait un petit coup de peinture ou un machin, et donc t'as ça sur la table quand t'arrives, puis on te l'enlève, et voilà. Bon, et moi je dis, ben non, moi j'en fais une assiette de présentation, mais on va la manger. C'est aussi un hommage à mon ami Alain Passard, qui fait un plat qui est très différent, mais qui est sa mosaïque, un peu de légumes avec le couscous, avec le truc, et qui est toujours très beau, très comme ça. Mais moi je suis dans une version plus crudité, c'est un peu mon radis, sans le beurre, si vous voulez, et qui a une fonction essentielle, qui est celle de démarrer le processus de digestion, et de mettre tout ça dans une fonction vertueuse, en réalité, hein, d'ouvrir l'appétit et de mettre dans une fonction vertueuse pour démarrer le processus de digestion. Et là, après, je faisais quelque chose que je fais toujours, qui s'appelle la merveille, où j'envoyais 3 assiettes autour de la mer en disant « c'est une brasse coulée dans la mer, c'est pareil ».
ça nourrit, ça réveille, ça met en appétit, c'est une huître, ça peut être un oursin, ça peut être un poisson, ça peut être... Voilà. Et je me suis dit, mais ça, il faut que je fasse plus. C'est-à-dire là, il faut que j'ai mon grand mésé. Donc maintenant, on fait 6, 7, 8 assiettes comme ça. Et c'est là où je vais mettre essentiellement ma protéine animale et végétale, enfin, et mes végétaux. Et donc, il peut y avoir des viandes sous forme de une oreille de cochon, un pâté tête, mais très très peu des choses comme ça, ou de la cervelle, ou tout un tas de choses qu'on ne mangerait pas habituellement dans un gastro, et réassaisonner, en quelque sorte salé avec la mer. Et donc, c'est des petits bijoux. Et donc il y a des choses qui peuvent être en une bouchée parce que c'est une belle bouchée, puis des choses qui sont en 3-4 bouchées, on s'en fiche. On n'est plus dans une narration, on a les entrées, les plats plus importants, etc. On a quitté tout ça, on est dans une expérience de saveur et maintenant je le vois, on a commencé il y a une semaine, et quand les clients on les trompe un peu. On arrive, on leur pose 2 assiettes, 3 assiettes comme ça, des petites choses, c'est la merveille. Donc ils sont là, waouh, sympa. Puis d'un coup, et il y en a partout. Et là tu les vois, et c'est exactement ça, ils savent plus où aller mettre la fourchette tellement c'est et moi je me dis, mais c'est ça, il faut ressusciter le regard et le désir de l'enfant par rapport à la nourriture. Quand on est enfant et qu'on voit plutôt on est sucré quand on est enfant, notre premier rapport au monde c'est quand même des choses un peu sucrées, et donc quand on voit par exemple un chariot de dessert ou un pâtissier, on regarde la vitrine, on a la bouche collée à la vitrine, et c'est quelque chose d'inouï qui se passe dans la tête. C'est un feu d'artifice de douceur, de bonheur, de beauté, de couleur, etc., etc. Même si on ne les mange pas, mais on l'a déjà absorbé avec son sentiment, avec son imagination. Et donc, c'est un peu ça que je recrée dans cette façon-là. Et puis après, je dirais presque la messe est dite, c'est-à-dire qu'après, on va découler des choses végétales, voilà, et puis on va finir par après on a quelque chose aussi qui est important dans le riz que j'appelle le moustache, qui est une mousseline et un potage d'herbes sauvages, donc là qui est un peu le trou normand, qui a vocation à remettre les compteurs à zéro. Et puis après on va sur le homard que je mets au sommet de l'Himalaya, et puis on peut de temps en temps, quand on a quelque chose d'exceptionnel, partir là cette fois sur une protéine animale. Ça peut être un rognon de veau rôti entier, ça peut être un petit morceau de cochon, ça peut être un petit morceau de mouton doublon, j'en ai de temps en temps, qui est une rareté absolue, mais en parfum de bouche, c'est-à-dire que là c'est pas le plat avec ses garnitures, ses machins, il y a toujours une petite assiette à côté qui corrobore la narration, qui vient un peu comme un condiment aussi, et donc c'est plus le parfum de bouche l'idée qu'on a. Puis après, si on le souhaite, parce qu'on a énormément d'étrangers, donc j'ai beaucoup de bonheur à faire partager les fromages français avec une belle salade bien assaisonnée comme on fait dans la région lyonnaise. Et puis après les desserts, où là on va retrouver aussi le regard de l'enfant, puisqu'on aura 4-5 desserts qui arrivent comme ça en succession et qui ramènent en boucle vertueuse finalement par rapport à ce qui s'est passé au départ. Donc c'est une construction savante. C'est une construction qui prend du temps à être mise au point et qui ne doit pas non plus prendre en otage le client, comme dans certains restaurants où le tarif c'est 5 heures, 7 heures à table. Moi je trouve ça insupportable. Pour moi ça appartient à une prise d'otage et c'est comme aller faire... un conseil, si on vous invite à aller faire un mariage ou une cérémonie ou n'importe quoi dans un bateau, sur la Seine, n'y allez jamais parce que vous êtes pris en otage. À partir du moment où vous montez dans le bateau, vous savez quoi, on vous relâchera pas avant minuit et demi, quoi qu'il arrive, sauf à sauter, se barrer à la nage, ce que j'ai failli faire une fois ou deux et que je n'accepte plus jamais de faire. C'est une prise d'otage. Il y a les restaurants, c'est un peu pareil, donc il faut se méfier. Et moi, je pense que on peut passer 3 heures ou 4 heures à table si on a envie, pourquoi pas. Si la conversation est habile, si on est heureux, si on a un objectif particulier. En revanche, un repas, on doit pouvoir le faire en 1h30. C'est déjà pas mal pour un repas dans un restaurant gastronomique. Voilà. Donc on doit pas... Il ne faut jamais infliger. Il faut être dans une forme une narration très tranquille, très douce, très ouverte, et encore une fois, au service de ceux et celles qui mangent. J'ai reçu Delphine Pisson à ce micro. Il y a une question géniale qu'elle posait à toutes les personnes qu'elle a reçues en entretien d'embauche pendant une partie de sa carrière. Oui, je l'adore. Elle est formidable. Et que je pose désormais à tous mes invités, et qui est la suivante. Si demain matin, tu n'as aucune contrainte,
Ni matérielle, ni familiale, ni culturelle, ni sociale, ni financière. Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Alors en fait, c'est très facile. Je rentre dans les cases. Je n'en ai aucune, moi. Donc qu'est-ce que je fais ? Je fais exactement ce que je veux. Comme finalement, peut-être depuis que j'ai compris qu'il fallait m'évader de Roanne. J'ai toujours fait ce que je voulais. J'ai jamais pris aucune contrainte. Parce que je suis un homme totalement libre. Et donc moi, je vis sans contrainte. Je vis dans le plaisir, dans le bonheur et dans le partage. Et donc c'est la raison pour laquelle dans ma vie, il y a plusieurs vies. Mon amie Isabelle Adjani dit que j'ai plus de vie qu'un chat, ce que je trouve extrêmement joli. Et donc, c'est ça ma vie. J'ai pas de contraintes, je fais ce que je veux. Et je suis toujours... je suis polysémique, c'est-à-dire je fais quelque chose, mais en même temps, je fais d'autres choses en même temps. Mais toutes ces choses-là sont contributives à ce que je fais, dans une forme d'arborescence, hein, c'est-à-dire que il y a une nouvelle branche qui naît, donc elle est contributive de la branche d'avant, et puis un jour c'est elle qui va devenir principale, et ainsi de suite. Et là par exemple, en ce moment, je suis parti dans l'écriture d'un roman, ce que j'avais jamais osé faire, mais j'ai été poussé par mon éditrice, et j'ai un plaisir inouï. Et je me rends compte que je pensais que le plus beau métier du monde, c'était nourrir, et je me dis que peut-être le plus beau métier du monde, en fait, c'est raconter des histoires. Et quand je nourris, je raconte des histoires dans mes assiettes, mais là, j'invente des personnages, des situations, des scénarios, des histoires, des accidents de la vie, mais pas au sens de l'accident dramatique, au sens justement de nouvelle arborescence qui sort et tu sais pas pourquoi ni comment, mais tac, elle devient plus importante que les autres. Et je trouve que c'est un bonheur absolument incroyable, et ce sera probablement, si je suis encore là, mais je fais tout pour, ma nouvelle vie dans 3 ans. Voilà, un roman, c'est une aventure sur à peu près 1 an et demi, 2 ans. Puis ensuite, le temps qu'il publie, voilà, ce sera en 2027, la publication. Donc, c'est déjà l'inscription de ma nouvelle vie. Et c'est un bonheur incroyable. Et c'est aussi un enrichissement magnifique par rapport à mon quotidien chez Table après 12 ans où on ne peut pas rester dans sa zone de confort et faire toujours la même chose. C'est la raison pour laquelle je fais juste une petite chose remise en arrière, mais je passe jamais de commande à mes artisans aujourd'hui. Vous m'envoyez ce que vous voulez, quand vous l'avez et si vous estimez que c'est extraordinaire. Donc nous, tous les matins, c'est Noël, et donc avec les équipes, on découvre les produits qu'on a, et du coup, on est dans cette obligation, entre guillemets, de création. Alors création, c'est un gros mot, on ne crée pas grand-chose en réalité, mais on fait plutôt des transpositions par rapport à ma palette, par rapport à ma philosophie, par rapport à... voilà, j'ai une palette, donc c'est vrai que la mer, elle vient saler, c'est vrai que machin, et les couleurs, et les énergies, et les vibrations, et donc voilà, donc tous les jours, on est dans cette narration nouvelle qui fait que quand on fait la cuisine, quand mes équipes maintenant font la cuisine, ils sont pas en train de construire des voitures où il y en a un qui met la porte, l'autre il met le rétroviseur, l'autre il met le moteur. Non, ils sont chacun dans le don d'eux-mêmes à faire la plus belle assiette du monde qu'ils auraient envie de manger ou de donner à quelqu'un qu'ils aiment. Et je pense que c'est ça le secret d'une cuisine vivante et d'une cuisine qui réjouit et qui enthousiasme, c'est qu'on sent que c'est une cuisine dédiée. Il y a un livre, je ne sais pas si tu le connais, c'est Une vie par le menu de Frédéric Lafont. Dedans, Bernard Pacot, donc chef du restaurant triplement étoilé L'Ambroisie, relate une anecdote assez savoureuse sur le regretté chef Claude Perrault, qui est la suivante. Une baronne renvoie 2 fois son assiette d'asperges en cuisine pour la faire cuire un peu plus. Le chef se déplace en salle pour lui signifier, à voix haute, que les asperges ne pourront jamais assouvir ses besoins sexuels. Quant à toi, tu as dit « Nourrir, c'est bien plus intrusif et décisif dans la vie de quelqu'un que de lui faire l'amour. » Bien sûr. Quel lien est-ce que tu fais entre nourriture et sexualité ? Alors, je ne fais pas de lien entre la nourriture et la sexualité. En revanche, je pense qu'effectivement, nourrir... je ne suis pas Casanova, tu vois ce que je veux dire, même si cette petite pince qu'il avait fait faire en argent pour manger des huîtres au lit avec ses maîtresses, je trouve ça pas inintéressant. mais si tu veux, oui, bien sûr, se nourrir, c'est bien plus intime que faire l'amour, puisque c'est quelque chose qui va rentrer en toi et qui décide de ta condition présente et future. On le voit bien, se nourrir mal, c'est-à-dire se nourrir à travers les produits de l'agro-industrie, c'est s'empoisonner,
c'est le meurtre parfait, parce que les gens se tuent sur 40 ans de leur vie. Mais la seule chose dont on est sûr, c'est qu'ils vont mourir d'une pathologie évidemment extrêmement péjorative, donc qui peut être effectivement un problème cardiovasculaire ou un cancer. Et jamais rien ne prouvera. En plus, c'est le meurtre parfait que ça vient de ça. Mais on sait bien que ce cocktail sel, sucre, produits transformés, additifs, etc., on n'est quand même pas biologiquement né avec ça. On est né, au contraire, dans la vitalité de la nature et les énergies. Donc, je pense que l'intimité de la nourriture qu'on absorbe et qui se transforme en soi, c'est une intimité fondamentale qui n'a rien à voir avec... tu vois, avec un coït ou voilà, c'est pas, on n'est pas du tout dans le même registre. Donc oui, c'est bien plus intime, c'est le rapport le plus intime qu'on peut entretenir avec soi-même. Et donc celui qui nourrit en a la responsabilité. C'est pour ça que la nourriture d'une mère ou de la personne qui t'aime, elle est fondamentale, parce qu'il te fait pas l'amour, mais il te donne la vie. Il va pas te donner la mort. Une mère, elle va pas aller nourrir ses enfants avec des produits toxiques ou empoisonnés. Ça peut arriver, mais globalement, c'est pas ça. Et encore une fois, il faut le remettre dans le contexte de mon époque où même si on n'avait pas d'argent, il y avait un soin de donner des choses simples, mais qui produisaient de la qualité, c'est important. Et puis après, c'est vrai aussi que dans un autre rapport, mais là c'est le mien plutôt personnel, prendre soin de tous ses clients et leur donner de l'amour, c'est un peu aussi, d'une certaine façon, leur faire l'amour, mais autrement. C'est-à-dire à leur cerveau, à leur corps, à travers justement les nourritures et les narrations qu'on a construites dans les assiettes. Et voilà. Mon ami Bétoni Vernon, qui est designer, il disait « Ah, Bruno, il est souvent très fatigué, mais en même temps, c'est vrai qu'il fait l'amour avec 50 personnes par jour. » Et c'est un petit peu des Casanova quand même alors. Oui, mais alors par l'esprit. Je me rappelle que je suis une vieille personne, comme vous avez dit tout à l'heure. Comment est-ce que tu manges à titre personnel ? Alors, je mange avec mes équipes le soir à 18h. On essaie d'avoir une nourriture soignée et de qualité. Je crois que tout le monde met beaucoup d'amour dans ce qu'il fait. On aime beaucoup que Sarah nous fasse à manger parce qu'on mange taïwanais. Et c'est des délices absolues. Et elle met un amour fou dans ce qu'elle fait. Enfin, c'est vraiment merveilleux. Donc on se nourrit très bien. Et puis alors sinon, le week-end, je mange plutôt chez moi, en fait. Et donc moi, je me nourris beaucoup de salades, de légumes et de volaille. J'adore la volaille. Et pour moi, le dimanche, c'est l'odeur d'une volaille rôtie. Tu vois, je sens une volaille rôtie. Il m'arrive quelquefois de traverser Paris, j'ai un scooter, et tu as des rôtisseries. Donc ça peut être n'importe quel jour de la semaine, évidemment, plutôt les jours où je travaille. Et quand ça sent la volaille, je me dis, ah, on est dimanche. Donc pour moi, le dimanche, c'est la volaille rôtie, la famille, les amis, c'est vraiment ça. Et donc peut-être que j'aime les dimanches, et donc j'aime les belles volailles rôties, les volailles anciennes, magnifiques, un peu collagéneuses comme ça, sublimes. Après, malheureusement, moi alors contrairement à ce que je disais tout à l'heure, je peux pas manger de poisson parce que j'ai une sensibilité à l'anisakis qui est due probablement au fait que j'en ai mangé bien trop, et notamment cru. Et donc, malheureusement, maintenant, tous les poissons ont de l'anisakis, ce qui est quand même une catastrophe. Avant, c'était essentiellement, tu vois, les cabillaud, les lieux, les collins, enfin, tous ces poissons-là. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est tous les poissons, y compris les juvéniles, c'est-à-dire même les petits rougets ont de l'anisakis. Donc, c'est un drame absolu, et dans toutes les mers. Donc, je peux malheureusement pas en manger, sauf s'il a été congelé préalablement. Voilà. Je peux manger encore des petits anchois, voilà, vraiment des petites choses, mais pas trop. En revanche, je peux manger les coquillages, les crustacés, les homards, etc. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc là-dessus, je suis un peu pénalisé. Mais bon, voilà, je mange beaucoup de fruits aussi, j'adore les fruits. Je suis assez... et je me suis beaucoup interrogé à un moment en disant finalement, ce qui me convient le mieux, c'est les légumes, les fruits et la volaille. C'est drôle, mais parce que aussi je prends de l'âge et que quand tu prends de l'âge, tu manges différemment. Et puis quand je dois aller au restaurant, ou quand j'ai envie d'un restaurant, je vais évidemment chez mon ami Manu Martinez, au relais Louis XIII, dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est sublime.
parce que c'est un voyage finalement, c'est comme lire un livre. C'est un voyage dans le temps en mangeant, c'est-à-dire qu'on mange la cuisine d'avant. Et ça m'émeut, ça me touche. J'aime cet homme. En plus, j'ai une admiration folle pour tous ces chefs qui ont commencé à 14 ans et qui, à 70 ans, sont encore derrière leur fourneau avec la même passion, la même envie de nourrir et de faire du bien. Et je sais que moi, j'en serais incapable. D'abord parce que j'ai commencé à 54 ans et que là, je me dis que ça commence déjà à faire beaucoup. En 10 ans, j'ai pris 20 ans. C'est un métier... En fait, quand on est chef, on est comme un chien. C'est-à-dire tous les ans, on prend 7 ans, quoi. C'est vraiment... c'est très, 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 très pénalisant pour le corps, pour tout. C'est fatigant, fatigant, fatigant. Et donc... je suis bouleversé par ces hommes-là. On parlait de Bernard Pacaud, je suis bouleversé par mon Bernard, qui est quand même sublissime, d'humanité, de gentillesse. Et bon, là, il a arrêté, mais qui était là tout le temps et qui cuisine pour toi et qui te donne de l'amour. Et il y en a plein, Pierre Gagnère aussi, même mon Alain Passard, qui est un peu plus jeune, mais qui va sur les 70 ans et qui est là dans ce désir, dans la création, dans le faire, etc. C'est bouleversant, vraiment c'est bouleversant, l'humanité de ces personnes et comment à un moment le métier les a probablement métamorphosés dans une forme de don d'eux-mêmes pour les autres, quoi. Et ça, j'ai toujours été touché par ça. Et ce qui m'a amené à la cuisine, en réalité, c'est ce rapport à la campagne, à la ferme. Et ce qui m'a le plus touché, ce qui m'a conduit vraiment vers la cuisine, c'était de voir des producteurs qui, à un moment, décidaient de mettre leur vie au service, de faire les plus belles carottes anciennes, de réélever les volailles anciennes, de s'occuper de variétés de cochons disparus, et qui faisaient ça jour et nuit, jusqu'à l'épuisement pour gagner rien, sinon le bonheur d'avoir bien fait et de participer à un monde dans lequel on a envie de vivre. Et c'est vrai que ça m'a toujours bouleversé, peut-être parce que moi je m'en sentais pas capable, et que j'étais un salopard d'homme d'affaires à l'époque, et donc il y avait quelque chose de l'ordre du mystique qui me touchait beaucoup, que je trouvais incroyable d'avoir encore dans cette humanité compliquée où les gens ne s'aiment plus, où les gens n'ont plus envie non plus d'être ensemble et de partager, de voir ces gens qui dédient leur vie au contraire à faire une planète dans laquelle on a envie de vivre. Et quand j'ai créé Table, j'avais une espèce d'aphorisme qui m'est venu, qui était aussi probablement inspiré par d'autres aphorismes, qui était la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit, disant que finalement se nourrir c'était un acte aussi très politique, c'est-à-dire si on va se nourrir dans des marques de l'agroalimentaire que je ne veux pas citer ou dans des produits déjà transformés, on ne peut pas se plaindre de vivre dans un monde qui est dégueulasse, qui est malhonnête, un monde qui vous écrase, qui nie la réalité humaine, qui est un monde... voilà, on ne peut pas se plaindre de ça parce qu'on en est le banquier. En revanche, si on va donner son argent à des gens comme que je viens de citer, comme ces artisans-là, ou si on se nourrit chez des restaurateurs passionnés de qualité, et il n'y a pas que les grands chefs, il y a aussi des tout petits chefs qui font merveilleusement bien, avec des tout petits prix, en prenant soin et en nourrissant bien. Donc toute cette chaîne-là, eh bien, on est les banquiers, les financiers d'un monde dans lequel on a vraiment envie de vivre. Et c'est toujours ça, mon credo, finalement. Je t'ai demandé de préparer un texte à lire à voix haute. Je vais te lire un texte qui n'est pas publié encore. Génial. C'est pas mon roman, hein. Ah. Non. Ça va bien ou quoi? Alors, on se connaît pas assez. Non, j'ai un projet de livre, mais pour dans vachement longtemps. Et donc j'ai commencé... donc l'idée, c'est un peu dans l'esprit de... tu vois, de ces petits textes de Ponge... ou d'Apollinaire, tu vois, sur des choses comme ça. Et donc, je vais lire un tout petit texte. J'en ai écrit déjà 5-6. Ah, je vais te donner le choix, peut-être. Tiens. Qu'est-ce que tu préfères? Le poireau ou le café au lait? Le poireau. C'est ce que j'avais prévu. Je suis aussi mentaliste. Je dis aussi beaucoup de bêtises. Le poireau. Accroche-toi. Je m'accroche. Le poireau. Il est l'autruche, déguisé en légumes, avec sa tête inversée, coiffée de radicelles, discrète et obstinée en terre. Il ignore le tumulte des surfaces. Son corps, longiligne et doux, s'effile en un blanc délicat, presque nacré, avant de s'élancer vers le ciel.
Au sommet, les feuilles vertes s'agitent, tendues comme des plumes d'oiseaux, prises d'un élan rêveur. Le poireau oscille entre le ciel et la terre, fidèle à son rôle d'intermédiaire. Patient, il recueille la pluie, le vent et la lumière. Il s'imprègne de tout sans protester, s'épaissit au rythme des saisons et garde, dans son âme feuilletée, une promesse d'arômes sucrés, simples et réconfortants. Le poireau est la méditation incarnée, rien ne le presse. Il guette, immobile mais jamais figé, prêt à rejoindre les mains qui le cueilleront, les couteaux qui l'effeuilleront ou encore le cœur tendre des œufs mollets. Au fond d'une marmite, il s'enrichira du bouillonnement du monde. Merci. Voilà un petit... Génial. Alors, je veux bien qu'on termine. Je vais te poser plusieurs questions auxquelles tu peux répondre assez brièvement. Je crois que c'était fini, là. Non, c'est des questions auxquelles tu peux répondre assez brièvement cette fois. Pas facile. Par un mot ou deux. Voilà. Ouais. C'est la fin. Oui. Peux-tu me dire une chose qui est vraie sur toi? Je suis un gourmand. Une chose qui n'est pas vraie sur toi? Ah, tout n'est pas vrai sur moi. Une de tes capacités exceptionnelles? J'en ai pas. Aucune. Non. Ce que tu aimerais que tes amis disent de toi? Qu'ils ont bien mangé. Le gros mot que tu aimes le plus utiliser? Fuck off. Par-dessus le micro. Ah bah tu l'as bien cherché, hein. La folie qui a changé ta vie? Ah, quelle folie a changé ma vie. Je crois que c'est ma propre folie. Ce qui te réjouit le plus dans la vie? Une volaille rôtie. De quoi as-tu le plus faim? J'ai faim d'avenir, toujours. Est-ce que tu as peur de la mort? La mort, on l'apprivoise. Non, je suis un homme heureux, j'ai pas peur de la mort. J'ai failli mourir il y a 8 mois, j'étais quasiment mort. Je suis vivant, donc là, je suis immortel maintenant. Qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi? Qu'est-ce que j'aimerais laisser derrière moi? Je sais pas, un mode de pensée, un rapport au monde. Qu'est-ce que tu ressens alors qu'on s'apprête à terminer cette conversation? Que c'était un peu court. Et pour terminer sur une note musicale, est-ce que tu veux bien me donner le titre d'une chanson qui te touche? Je sais pas, il y en a plein. Moi, j'aime beaucoup Miles Davis, tu vois, et je trouve que ma cuisine, elle correspond beaucoup à des morceaux de Miles Davis, à Flamenco Sketches, tu vois, ou des choses comme ça. Et puis, il y a pas longtemps, et je l'ai mis dans mon roman. Je sais pas pourquoi, j'ai écouté sur un streaming une chanson de Shadé. Et je trouve que cette femme était extraordinaire. On était tous amoureux de Shadé. Quand on a 60 ans, on était amoureux de Shadé. Elle a à peu près le même âge que moi. Et je me suis dit, mais sa voix, c'est une mousse au chocolat. There must have been an angel by my side. Something heavenly lead me to you. Look at the sky, is the color of love. Elle est très connue aussi, je pense. Voilà. Donc Shadé, c'est une mousse au chocolat. Mais pas une mousse, tu vois, avec des blancs d'œufs trop sucrés, un mauvais chocolat. C'est une mousse sublime, avec un chocolat Pérou, avec une ganache, avec une crème. C'est une élévation, c'est une douceur, c'est une émotion en bouche. Et je pense que souvent, les émotions en bouche se rapprochent des émotions auditives. Merci Bruno. Tu m'as demandé d'être bref, j'ai vraiment fait le maximum. Merci à toi, on a bien rigolé.